Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien dans ce week-end, premier jour du printemps. Je ne sais pas si les week-ends ont encore beaucoup de sens, mais le printemps, ça en a, puisque ça laisse entrevoir un renouveau. Et après la pluie, le beau temps, comme on dit, donc il faut essayer de faire face dans cette période un peu compliquée. Alors, je vais vous mettre un petit texte, puisque j'ai décidé maintenant de les écrire pour que vous ayez une trace et que tout soit consigné, que vous ayez aussi des liens utiles et des informations utiles. Alors, suite à mon live d'hier, vous êtes nombreux. J'ai reçu beaucoup de questions relatives au nombre de tests pratiqués en France sur le coronavirus. Salut à tous. Alors, en fait, derrière les points quotidiens qui sont réalisés par M. Salomon, le directeur général de la santé, il faut bien comprendre, ça je pense que tout le monde l'a compris maintenant, que seuls les cas sévères de la maladie sont testés, ce qui évidemment entraîne une sous-estimation des chiffres. Alors, plus on pratique de tests, plus on recense de cas de la maladie. Par conséquent, les chiffres qui sont égrenés par le directeur général de la santé avec la régularité d'un métronome n'ont pas beaucoup de sens, sauf à constater une croissance exponentielle. En France, ne sont testés que les cas sévères de la maladie, c'est-à-dire ceux, salut Karine, salut Lucille, ceux qui peuvent entraîner des complications respiratoires graves et potentiellement mortelles. Pourquoi procédons-nous ainsi? Parce que, je vous l'ai déjà dit, faute d'anticipation, nos capacités de dépistage sont extrêmement limitées. Et évidemment, quand on passe en stade 3, il est trop tard pour procéder à des identifications individuelles. Et alors, si la pertinence du dépistage aujourd'hui ne fait aucun doute, tous les pays n'ont effectivement pas limité les tests aux formes sévères du Covid-19. Je vous ai parlé hier de la Corée du Sud, qui semble-t-il a une stratégie assez efficace. Mais en Allemagne aussi, des campagnes massives ont été et sont toujours mises en œuvre. Outre-Rhin, imaginez, ce sont 160 000 tests par semaine qui sont réalisés et qui sont remboursés par leur sécurité sociale. D'où le nombre important de cas évidemment détectés et un taux de létalité particulièrement faible, de l'ordre de 0,3% en Allemagne, donc 4% je rappelle au niveau mondial et 2,2% en France, puisque la plupart des cas recensés sont des formes bénignes de la maladie. Sans aucun esprit polémique. Il est évident que le dépistage massif est la meilleure des stratégies qu'il convient de coupler, évidemment, avec une pédagogie de la part de la puissance publique totalement incompatible avec le en même temps. Et bien sûr que le port des masques aide grandement à la non-propagation du virus. Bien sûr qu'on ne peut être en même temps confiné et non confiné. Et on attend autre chose de la part de la porte-parole du gouvernement qu'une interview sur BFM dans laquelle elle affirme que le port du masque est trop compliqué et que nous sommes décidément trop cons pour pouvoir se passer un masque. Il suffit d'avoir des doigts propres, comme je l'ai dit dans un tweet, Django Reinhardt avec 3 doigts, il a fait une œuvre, et avec des handicaps, on peut faire une œuvre mondiale. On est capable de se laver les mains, et il suffit d'avoir 2 oreilles aussi pour passer le masque derrière, et quelque chose entre les oreilles, pour reprendre un slogan célèbre, un vieux slogan de France Inter. Appelons cela une conscience, c'est-à-dire l'exact contraire de l'impuissance publique. Dans les hôpitaux du Haut-Rhin, on ne peut déjà
plus sauver tout le monde. Et il faudra sans doute, comme en Italie, il faut avoir le courage de le dire, trier les patients en fonction de leur âge et plus largement en fonction de leur chance estimée de s'en sortir. En Île-de-France, évidemment, c'est la région la plus touchée en nombre de cas et de décès. Nous avons encore, d'après les spécialistes et les praticiens, quelques jours devant nous, puisque le pic est estimé au 1er avril. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 502 personnes se trouvent en réa, 502 personnes, soit à peu près une centaine de plus en 24 heures. Et la jauge maximale en réa en Île-de-France est de 1200 lits, nous dit l'ARS, qui répète en boucle ce message. Il est vital aujourd'hui de respecter le confinement, car si on arrive à 1215, cela signifie 15 personnes sans respirateur, autant dire 15 décès. Donc évidemment, aujourd'hui, partout, la situation se dégrade en France. Aucune région, nous le savons aujourd'hui, ne sera épargnée, y compris les Outre-mer. Par exemple, l'Ouest sera touché aussi avec quelques jours de décalage, de retard. Et cette petite avance, entre guillemets, permet, vous l'avez compris, aux hôpitaux de déprogrammer le maximum d'opérations et d'activités jugées non urgentes. Et à Brest, par exemple, ce matin, la salle de spectacle de l'Arena, pour ceux qui connaissent, c'est environ 5000 places, a été transformée en centre de consultation dédié. Et la Croix-Rouge française va assurer l'accueil et la gestion avec une trentaine de médecins de ville volontaires qui officieront dans 10 salles de consultation prêtes à accueillir un afflux de patients. Et si je vous en parle, c'est pas pour faire du catastrophisme, mais c'est que pour tout le monde, que tout le monde ait bien conscience que la vague qui arrive, et qu'il faut respecter le confinement, évidemment, dans toute la mesure du possible, parce que le télétravail ne peut pas fonctionner pour tous, et certains sont évidemment obligés de se déplacer. Je viendrai ensuite sur Raoult à la fin, puisque je vois que ça vous intéresse. Alors, cette année, vous le savez, j'ai rencontré pas mal de professionnels, de praticiens de la santé, je les ai filmés, j'ai relayé leur appel. Que dis-je leur appel? C'était leur cri, hein. Ils ont crié un peu dans un désert. Je vais juste vous donner quelques chiffres. Songez que 17 500 lits de nuit ont été fermés en 6 ans. 17 500. Et je vous parle là des statistiques officielles hein, du ministère de la Santé. L'hôpital a perdu 5,3% de ses lits depuis 2013. 5,3% de ses lits depuis 2013. Et à eux seuls, les établissements publics en ont perdu 13 631 durant cette période. Et la tendance, contrairement à ce qu'on entend ici ou là, ne faiblit pas, bien au contraire. En 2017, entre 2017 et 2018, ce ne sont pas moins de 4 172 lits qui ont encore disparu. Alors, tout ça peut paraître abstrait, mais pour donner une idée plus précise, plus concrète, 13 631 lits, ça signifie 78% de l'ensemble des suppressions de lits, alors que l'hôpital public représente un peu plus de 60% de la capacité totale, 61,5% pour être précis. Les établissements à but non lucratif, comme les associations, et lucratifs, se partagent le reste. Ces fermetures, donc, représentent 5,3% des capacités de l'hôpital, tombées à un peu plus de 395 000 lits. On est loin des 3,4% dans le secteur privé non lucratif et des 2% du secteur privé lucratif. Alors, on nous parle souvent en parallèle, hein, vous savez, de la création des lits de jour. Hein, maintenant, c'est à la mode. Vous arrivez le matin, vous repartez chez vous avec une petite prescription et vous vous débrouillez. Donc, on appelle ça l'ambulatoire. Donc, 5300 lits supplémentaires, lits de jour, de plus en 5 ans. C'est une augmentation de certes 7,4%. Mais quand on regarde très attentivement,
ces chiffres, parce qu'il faut toujours aller fouiller, on s'aperçoit que ce sont surtout les cliniques à but lucratif qui ont créé des lits de jour, pratiquement 3000 en 5 ans, 2953, c'est 3 fois plus que le service public, alors que ce dernier compte 1356 établissements contre 1000 pour les cliniques privées lucratives, 999. Effectivement, ces chiffres sont un peu effrayants. En avril 2018, le ministère de la Santé a rédigé une circulaire signée par la ministre Agnès Buzyn elle-même, donc 70 pages pour détailler le budget des hôpitaux. Et à la fin, dans ce document très fourni, figure une petite annexe un peu discrète intitulée « Économie ». On peut y lire « 960 millions d'euros pèseront directement sur les établissements de santé en 2018 ». C'est à la rubrique « Économie », il faut faire des économies, donc pratiquement 1 milliard de moins. C'est pas du tout ce qu'avait dit M. Macron, qui assurait d'ailleurs dans l'interview réalisée, vous vous en souvenez, par Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, c'était le 15 avril 2018, il avait dit « Je m'y engage, il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital durant le quinquennat. Il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital durant le quinquennat. » Je vous mettrai le lien de cette interview. Vous pourrez ensuite le consulter dans les moindres détails. Vous vous souvenez que ça avait un peu défrayé la chronique lors d'une visite dans un hôpital. Emmanuel Macron avait répondu à une aide-soignante qui l'interpellait un peu vivement sur le manque de moyens. Il n'y a pas d'argent magique, avait-il dit. Pas d'argent magique, ça c'est certain, mais un pognon de dingue, ça l'est tout autant, car nous sommes bien chez les dingues. Souvenons-nous tous, et je vous invite à l'écouter, de cette chanson de Thiéphène, Les dingues et les paumés. Les dingues et les paumés jouent avec leur manie. Dans leur chambre blindée, leurs fleurs sont carnivores. Et quand leurs monstres crient trop près de la sortie, ils accouchent des scorpions et pleurent des mandragores. Et leurs aéroports se transforment en bunkers à 4 heures du matin derrière un téléphone, quand leur voix qui s'appelle se change en revolver et s'invite à qualeter en se gueulant « Common ». Donc prenons soin de nous, oublions un temps Jupiter, aidons-nous les uns les autres et le ciel nous aidera. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors pour finir sur une note un peu plus positive, oui, j'ai vu toutes les sorties, je me suis beaucoup intéressé, vous savez qu'il est passé plusieurs fois à la radio, professeur Didier Raoult, sur les produits, bon je ne reviens pas sur le sujet, mais vous avez vu que la substance, alors quelques-uns m'ont fait passer ça en question, a été rangée, c'est publié au journal officiel, au rang des substances vénéneuses. C'était publié au mois de janvier 2020. Donc, ça ne va pas aider tout ça. Et donc, le professeur Raoult, alors il a testé effectivement 24 cas. Les résultats sont encourageants. Et vous avez vu que le Canada, les États-Unis vont dans cette direction. Donc je ne sais pas à ce jour si ces produits, ces anti-paludiques en fait, avec bien sûr des effets secondaires, notamment sur le foie, etc., seront testés. Il semblerait qu'ils aient fait quand même la preuve de leur efficacité, que beaucoup de pays vont aller dans cette direction. Mais je vous ai mis, mais je le remettrai peut-être sur Facebook, un lien. Il y a quand même un contentieux entre l'INSERM, dont le président, le PDG, était le mari de Madame Buzyn, Yves Lévy, un médecin lui-même, et le professeur Raoult, puisque lors de l'inauguration de son centre à Marseille, il n'y avait aucun ministre qui était présent. Et donc là encore, on fait passer, j'ai l'impression,
des histoires privées ou de personnes avant l'intérêt général. Et il ne semble pas que le professeur Raoult, malgré ses excellents résultats et malgré le fait qu'il soit reconnu à l'échelon planétaire, je dirais, pour la pertinence de ses travaux, ne semble pas, pour l'instant, avoir tout à fait l'oreille des pouvoirs publics. Et voilà ce qu'on peut dire sur le sujet. Les amis, portez-vous bien. Donc, respectez vraiment aujourd'hui les consignes de confinement. L'heure des comptes, évidemment, viendra. On n'a rien appris, ni des autres pays, ni de ce qui s'était passé avec le sang contaminé, ni de ce qui s'était passé avec d'autres scandales sanitaires, et notamment le Mediator. J'en parle d'ailleurs dans mon bouquin, vous verrez quand il sortira au mois de juin. Vous verrez en fait, j'ai plusieurs chapitres même sur le sujet, sur les scandales sanitaires et comment a été géré le Mediator, avec vraiment un noyautage de l'intérieur par des lobbyistes qui étaient en fait payés par les laboratoires Servier en l'occurrence, qui faisaient et défaisaient les ministres de la Santé, parce que tout ce petit monde se réunissait dans l'hôtel particulier de M. Servier, paix à son âme, 9e fortune française, qui vendait du placebo, du latin « je plairai », placebo, l'effet placebo. Ça, c'est pas trop grave à la limite, c'est grave pour les finances publiques parce que vous consommez du vent, de l'air, et il a fait sa fortune comme ça, c'est-à-dire en étant dans les agences de santé, en faisant dans une structure dédiée une commission de mise d'autorisation sur le marché des molécules. Et une fois que vous avez votre molécule sur le marché, vous êtes remboursé à 100% souvent par la sécurité sociale. Donc ça grève le budget de la sécurité sociale. On vous vend du vent, du placebo. C'est comme ça. Ça, c'est grave. Mais il y a encore plus grave quand on vous vend des pilules de mort, hein, même si les gens ont été remboursés, indemnisés, etc. Il y a des milliers de pathologies, des opérations à cœur ouvert, et il y a une déresponsabilisation de la classe politique, puisqu'il y a des lois qui ont été votées, je ne rentre pas à ce stade dans le détail, mais qui absouent en quelque sorte le délit non intentionnel, hein, c'était l'amendement Fauchon, vous regarderez ça, qui absout en fait de leur responsabilité les hommes politiques. Et ça, c'est très grave parce que en fait, ce sont des politiques, non pas que l'on découvre, mais des politiques concertées sur plusieurs décennies, qui enrichissent les uns et qui appauvrissent le peuple complètement, qui n'ont pas accès aux soins et qui aboutissent aujourd'hui à des désastres, les désastres que l'on connaît aujourd'hui. Songez qu'on est la 5e ou la 6e puissance mondiale et qu'on est incapable de faire face à cette crise quand d'autres pays ont été capables de l'endiguer. Alors bien sûr, les Français sont indisciplinés, bien sûr, ça existe, ça. On n'est pas peut-être complètement d'aplomb sur cette question-là. Mais s'il n'y a pas de pédagogie de la part des pouvoirs publics en disant voilà ce qu'on fait, voilà où on investit, et voilà, chers concitoyens, comment vous devez vous comporter, ça ne marche pas parce que il y a un secteur où le « en même temps » ne fonctionne pas, c'est bien celui de la santé. C'est criminel d'envoyer les gens dans la rue, d'aller inaugurer le 9 mars encore le Café Joyeux sur les Champs-Élysées, de voir Madame Macron se promener sur les quais de Seine, d'envoyer des millions de gens voter, les envoyer à l'abattoir, parce que, pas eux, mais les personnes qui vont être infectées, qui sont les plus fragiles. Et on voit en plus, hein, aujourd'hui, que 50% quand même des gens en réanimation ont moins de 60 ans, ce qui donne une indication quand même sur la virulence de cet agent pathogène. C'est totalement criminel, et ce en même temps est criminel. Alors après on rétropédale, on balance des milliards comme ça, on va faire tout ce qu'on n'a pas fait, et en attendant la prochaine crise, et en fait il ne se passera rien, parce qu'on n'a rien anticipé, et aujourd'hui on est dans l'improvisation la plus totale, mais comme je l'ai dit hier, n'est-ce pas, il fallait sauver la démocratie avec son stylo bleu et son stylo noir.
Voilà les amis, donc là maintenant, déconnez pas, restez confinés, parce que l'illusion serait de croire qu'on a atteint le pic et que vous êtes dans une région en Bretagne, en Normandie, globalement en ce moment tout l'ouest, hein, toute la frange ouest de la France, ou dans les Outre-mer aussi, où la maladie arrive, même s'il n'y a eu qu'un mort, je crois, en Martinique, ça, selon les projections, ça arrive un peu partout. Donc il ne faut pas se croire à l'abri, il ne faut pas se croire isolé, il faut rester confiné. Je vous dis, le pic en Île-de-France, ça sera autour du 1er avril, donc c'est dans une dizaine de jours, entre le 1er et le 15 avril. Donc là, il ne faut vraiment pas déconner, parce que c'est là, finalement, on le sait, je vous en parle pour vous donner de l'information, le confinement est l'aboutissement d'une impuissance publique, c'est la dernière chose à faire quand on n'a rien fait avant, quand on n'a pas dépisté les gens. Des masques, il n'y en a pas, et évidemment que les masques peuvent être tout à fait utiles. Évidemment que si on explique aux Français comment mettre un masque, c'est pas très compliqué, hein. Il faut évidemment se laver les mains, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, on se lave les mains, on met des masques, etc. Des masques, il n'y en a pas, du gel, il n'y en a pas, des respirateurs artificiels, il n'y en a pas, de la communication claire, nette, précise, il n'y en a pas, parce que même les chiffres qui sont donnés, qui ne sont pas trop commentés, mais évidemment, on donne les chiffres, on teste les gens les plus atteints, comme je l'ai expliqué, donc ça ne signifie pas grand-chose. Donc la seule chose à faire aujourd'hui de raisonnable, c'est de limiter autant que possible la propagation du virus, parce qu'encore une fois, ce virus ne circule pas dans l'absolu, ce sont les personnes qui circulent, et donc c'est comme ça, c'est nous-mêmes maintenant qui pouvons faire quelque chose pour laisser passer cet orage et ne pas compter, malheureusement, sur les pouvoirs publics qui ont dit une chose et son contraire. Dans l'espace même d'une seule journée, les comptes seront faits. Je ferai ensuite des lives sur la responsabilité pénale, puisque j'ai beaucoup, des milliers de questions sur l'article 68 de la Constitution, etc., la destitution. Tout cela est très compliqué, hein, parce que ça ne marche pas comme ça. Depuis 2007, avec M. Sarkozy, il avait fait changer la loi pour que le chef de l'État soit déclaré irresponsable durant l'exercice de son mandat, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait durant son mandat, on ne peut pas l'attaquer. Alors il faudrait après, pour haute trahison, ce qui est une définition juridique un peu floue, que le Parlement réuni en haute cour de justice juge le président de la République dans le but éventuel de le destituer sous le contrôle du président de l'Assemblée nationale. Donc, vu la composition du Parlement, je vous laisse juge de la capacité et de la probabilité d'aboutir à ce type de démarche. Donc, c'est pas la peine de fantasmer. Ça me semble beaucoup plus sérieux d'intenter une démarche vis-à-vis des différents ministres qui, eux, sont responsables, puisque le gouvernement peut être mis en péril par l'Assemblée nationale, même s'il y a encore, effectivement, il est responsable devant le Parlement, même s'il est devant l'Assemblée nationale, même s'il a encore, effectivement, la couleur politique fait que cela a peu de chances d'aboutir. Ce qui me semble aussi plus intéressant, c'est de réfléchir ensemble, parce que plus rien ne sera évidemment comme avant. Aujourd'hui, tout le monde redécouvre l'importance capitale et cruciale des services publics, et notamment de la santé, mais aussi de la poste, mais aussi de tous les services publics qui irriguaient le territoire. Aujourd'hui, tapez 1, tapez 2, tapez 3, vous ne pouvez plus avoir personne, et tout est une gestion comme ça, à la petite semaine. On biffe d'un côté, on gagne 15 millions d'euros d'un côté pour les masques, puisque je vous l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, nous avions un stock d'1 milliard de masques, 1 milliard de masques, et il y a eu quelqu'un, un haut fonctionnaire,
sous la responsabilité, je vous sortirai tout ça, de politiciens qui, alors que Xavier Bertrand l'avait inscrit dans la loi, qui d'un coup de stylo bleu ou noir, a enlevé cette ligne de budget. On se retrouve sans stock stratégique, sans masque. Et ensuite, on explique aux gens que les masques, c'est juste pour les gens très malades et juste pour le personnel soignant, et que de toute façon, nous sommes trop cons pour nous servir de nos 10 doigts et pour être capable de mettre un masque derrière les oreilles. Je le rappelle, Django Reinhardt a composé toute sa musique avec 3 doigts à une seule main. Ray Charles ou Stevie Wonder, ou plus loin encore Beethoven qui était sourd, arrivait à composer par la vibration des notes dans les pieds de son piano. Donc il faut arrêter de croire que les gens sont idiots et sont totalement incapables de mettre un masque derrière les oreilles et devant leur nez. On en est vraiment arrivé à une pantomime, et ce serait comique si ce n'était pas tragique, et malheureusement aujourd'hui nous sommes plus proches de la tragédie. Voilà, mais gardons l'espoir. Il y a des gens formidables, fabuleux, qui sont en première ligne, des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, qui se défoncent littéralement, qui sont en première ligne, qui ne sont pas protégés. Je suis de tout cœur avec eux, on essaie de les aider du mieux que l'on peut, mais là aussi, je dirais, c'est un signe d'impuissance. Je fais un parallèle qui me semble osé, mais que je trouve pertinent. C'est bien beau de les applaudir le soir à 20h. J'ai discuté avec des médecins et encore avec quelqu'un ce matin. Ça fait du bien au personnel. Ils se sentent considérés, etc. Mais ça signe notre impuissance, un peu comme le drame après le Bataclan, quand on allait faire briller des petites bougies, allumer des petites bougies devant le Bataclan. Ça signe notre impuissance. Et ça, c'est sur cela qu'il faut s'interroger. Et je pense qu'aujourd'hui, je le dis avec raison et avec une certaine gravité, la classe politique est complètement parasitaire et nous amène directement dans le mur. Et donc, évidemment, c'est pas le moment d'en parler, mais nous réfléchirons à tout ça pour se passer de tous ces gens et d'aller vers, sans doute, cette participation qu'on appelle, nous sommes nombreux à appeler de nos voeux, une démocratie plus participative avec des référendums pour qu'on agisse sur ce qui nous semble essentiel dans la conduite des affaires d'un pays, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus un pays, mais une vaste zone de transit, une zone de profit, et on laisse passer, quand vous regardez l'histoire de l'hôpital qui est complètement signifiante de ce point de vue, on a abandonné l'hôpital public sur l'autel de la rentabilité, parce que tout ne s'achète pas, je suis désolé. Et quand on a eu des problèmes dans sa vie, quand on a atteint d'un cancer, quand on a eu des graves accidents de voiture, de moto, quand la vie nous rappelle que nous ne sommes rien et nous met une claque dans la gueule de plein fouet, et bien là on se rend compte ce que c'est d'avoir des services publics qui fonctionnent et pour lesquels tout le monde a les mêmes droits, que l'on soit riche, pauvre, blanc, noir, et c'est ça le plus important dans la gestion d'un pays. J'espère qu'au moins on tirera quelques enseignements de ce que nous sommes en train de vivre. Voilà les amis. C'est pas une période très réjouissante, mais on s'en sortira. Il faut donc être raisonnable par rapport aux personnes les plus fragiles, parce que nous-mêmes, si peut-être que nous sommes porteurs, peut-être que nous sommes porteurs sains, asymptomatiques, parce que vous le savez, parfois il y a très peu de symptômes, mais l'idée c'est pas d'être responsable pour nous, mais pour les autres, et de ne pas déconner pour aller ensuite, en faisant n'importe quoi, pour aller respirer un peu d'air pur et faire une petite fête parce qu'on n'en peut plus, de rester confiné. Donc il faut rester, pour l'instant, confiné, rester confiné, c'est la seule chose de raisonnable et de sérieuse à faire. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. J'essaierai tous les jours donc de faire un petit point. Je vais mettre ce petit texte en ligne avec quelques liens utiles.
Et puis je vous souhaite un bon week-end malgré tout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut, salut les amis. Ciao, ciao.